Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé jeudi des aides humanitaires de 150 millions de dollars pour la région du Sahel. Annonce faite à l'issue de sa visite de 48 heures au Niger. Et les détails en début d'édition. Près de 400 morts au Malawi, c'est le lourd bilan après le cyclone Freddy qui a frappé le pays. Il s'agit de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du pays et le nombre de morts pourrait encore grimper. Le président malawite en appelle à l'aide de la communauté internationale. Colère et mobilisation en France au lendemain de l'annonce du gouvernement de recourir au 49.3 pour la réforme des retraites. Les syndicats annoncent de nouvelles dates de manifestations nationales et côté parlementaire, plusieurs groupes d'opposition ont déposé des motions de censure. Fin de visite pour le secrétaire d'État américain Antony Blinken après l'Éthiopie. Il a achevé sa mini-tournée africaine par le Niger où il y a passé 48 heures. Le chef de la diplomatie des États-Unis s'est entretenu avec le président Mohamed Bazoum avant d'animer une conférence de presse aux côtés de son homologue nigérien au cours de laquelle il a annoncé une aide humanitaire de 150 millions de dollars. Mathieu Nicolas. C'était la première fois qu'un haut diplomate américain se rendait au Niger. Jeudi, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, poursuivait sa tournée africaine à Niamey. Un séjour de 2 jours. Sur place, il s'est notamment entretenu avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Un tête-à-tête de près de 3 heures, preuve de la qualité des relations entre les deux pays, comme l'a fait remarquer Antony Blinken dans une conférence de presse. Cette approche holistique, pour nous, pour nos deux pays, ça c'est la clé du succès. Et là aussi, il y a un investissement très important. À l'issue de son échange avec le président Mohamed Bazoum, le secrétaire d'État américain a annoncé une nouvelle aide humanitaire à la région du Sahel, dont le Niger. Montant 150 millions de dollars, ce qui porte le total de l'aide américaine à 233 millions de dollars pour 2023, une somme qui viendra appuyer le Niger dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. Notre attention se porte, comme celle du Niger et comme celle des autres pays, sur l'insécurité ici, en raison du potentiel qu'elle a de s'étendre bien au-delà de la région. Le ministre a évoqué le total de nos investissements dans ces projets, qui eux aussi sont très importants pour éviter que les gens basculent dans l'extrémisme ou le terrorisme. Et il y en a pour des centaines de millions de dollars. Selon Antony Blinken, l'aide répondrait aux besoins des personnes touchées par l'insécurité alimentaire au Niger, mais aussi au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et en Mauritanie. Avant de s'entretenir avec le président Bazoum, le chef de la diplomatie américaine avait rencontré des djihadistes repentis qui bénéficient d'un programme de réinsertion financé à hauteur de 20 millions de dollars par les États-Unis. La junte malienne a réceptionné jeudi une nouvelle livraison de plusieurs avions de la Russie, son allié militaire et politique, et des drones provenant de la Turquie. Un lot de matériel remis officiellement à l'armée à l'occasion d'une cérémonie présidée par le colonel Assimi Goïta en personne. Selon le chef d'état-major malien de l'armée de l'air, il s'agirait d'une vingtaine d'avions et d'une douzaine de drones, des équipements qui vont servir dans la lutte contre le djihadisme dans le pays. 326 morts et plus de 183 000 déplacés au Malawi. Le bilan s'est largement alourdi après le passage du cyclone Freddy. Il s'agit de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du pays et le bilan humain pourrait encore s'alourdir. Face aux infrastructures, hôpitaux et écoles détruites, le président du Malawi en appelle à l'aide internationale. Émeric Toroyan. Ce ne sont pas des travaux urbains qui s'effectuent ici, mais plutôt une recherche de corps ensevelis après l'éboulement provoqué par le cyclone Freddy au Malawi. Devant une maison délabrée, des hommes creusent à l'aide de pelles sous le contrôle de quelques soldats malawites. Ils déterrent un cadavre qu'ils déposent sur un brancard de fortune fait de 2 bâtons et d'un bout de sac. Depuis jeudi, le bilan de ce cyclone a été revu à la hausse et il passe de 225 à au moins 326 morts.
The death toll is now at 326. Le bilan des morts s'élève désormais à 326. Vous vous souvenez que le précédent bilan était de 225, alors celui-là à 100 de plus, avec 796 blessés et 201 personnes portées disparues. Donc, le nombre des personnes portées disparues est désormais de 201. So the missing now are at 201. Pour accélérer les recherches de cadavres, des chiens renifleurs sont mis à contribution. Leur présence ce vendredi a permis d'extraire de nombreux corps dans ce township près de Blantyre sous les regards attristés de certains habitants. La recherche des cadavres est plus rapide aujourd'hui qu'hier, grâce aux chiens renifleurs qui sont arrivés. Nous pouvons voir ce qu'il se passe grâce aux chiens. Il y a 2 jours, nous avons eu quelques défis. Nous avions quelques difficultés pour retrouver où étaient les cadavres. Mais aujourd'hui, grâce à ces chiens renifleurs, nous avons réussi à retrouver plus de cadavres qu'il y a quelques jours. Dans ce paysage de désolation, l'espoir de trouver un survivant est quasi nul 5 jours après le drame. Même si la veille, Promise, une enfant de 13 ans prisonnière de la boue dans sa maison depuis dimanche, a été miraculeusement sauvée par les secouristes. L'état de catastrophe et 2 semaines de deuil national ont été décrétés. Le chef d'État malawite a lancé par ailleurs un appel à l'aide internationale, appel entendu par la Zambie qui devrait envoyer d'ici là un avion d'aide humanitaire et un hélicoptère pour les recherches de cadavres dans les zones encore inaccessibles. C'est à Yaoundé, au Cameroun, que se tient ce vendredi la conférence des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Premier sommet de l'institution en présentiel depuis 2019 en raison de la crise du Covid-19. À l'ordre du jour, les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, les crypto-monnaies et le financement de la communauté. La présidente tanzanienne Samia Hassan a entamé une visite en Afrique du Sud jeudi. Pour cette première visite d'État, elle a été accueillie par le président Cyril Ramaphosa en personne. Pendant la cérémonie, un accord bilatéral a également été signé entre les 2 pays. Le chef de l'État sud-africain a profité de cette visite pour saluer le soutien de la Tanzanie pendant les jours sombres de l'apartheid. On écoute les 2 présidents. The solidarity and protection afforded to us by the people of Tanzania. La solidarité et la protection que nous a offert le peuple tanzanien du temps de ces très sombres jours nous ont soutenus dans notre lutte contre un État oppressif qui a privé la majorité de notre population de ses droits fondamentaux. Of their fundamental human rights. Cette visite d'État témoigne des relations historiques solides qui existent si heureusement entre nos 2 pays fraternels, mais elle exprime aussi notre désir mutuel d'élargir et d'approfondir les relations pour les bienfaits de nos peuples et de nos pays. Terrain sécuritaire à présent. Ce vendredi, le Parlement angolais a donné son feu vert à l'envoi de 500 soldats à l'est de la RDC dans la province du Nord Kivu pour un mandat de 12 mois. Initiative mise en place à la demande du président João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les militaires angolais rejoindront donc ceux du Kenya et du Burundi déployés dans le cadre de la force régionale créée par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Objectif du contingent, surveiller les lieux de cantonnement des rebelles du M23 et sécuriser les membres de la commission ad hoc pour la vérification du cessez-le-feu. Ils sont nombreux à avoir fui leur localité en Centrafrique, presque 10 ans après le début d'une guerre civile sanglante. Plus de 500 000 Centrafricains sont déplacés internes. Et malgré l'amélioration de la situation sécuritaire, le manque d'aide humanitaire et financière rend difficile la possibilité de quitter ces camps. Soulas Bay. Ils ont fui la guerre et se sont réfugiés dans ce camp situé dans la ville de Bria. En Centrafrique, c'est dans des conditions rudimentaires que ces déplacés vivent au quotidien. Après plusieurs années loin des violences, ils sont nombreux à nourrir l'espoir d'un retour chez eux
Épuisés par la dure réalité d'une vie de réfugiés, installés dans un camp insalubre et désireux de retrouver un certain confort de vie. Quand le pays était en paix, je pouvais nourrir ma famille grâce à mon travail. Après avoir fini ma journée, avant de rentrer à la maison, je faisais mes petites provisions de farine de manioc, d'huile de sucre, de café, etc. pour aider mes enfants. Actuellement, où vous me voyez, voici la caisse qui me sert à ranger mon matériel de travail. Mais je ne peux pas travailler en restant dans le camp. Cependant, le HCR nous a parlé d'un retour dans nos foyers respectifs. Presque 10 ans après le début d'une guerre fratricide sanglante, plus de 500 000 Centrafricains sont encore des déplacés internes, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'agence onusienne, alertée par la volonté des déplacés de regagner leur domicile, a décidé de débloquer des fonds afin de mener cette mission à bien. Le site PK3 est le plus grand site de personnes déplacées de la RCA et ces personnes ont exprimé la volonté de vouloir regagner leur quartier d'origine avec l'amélioration de la situation sécuritaire. Et cet appel a été entendu par les acteurs humanitaires dont le HCR qui a mobilisé des ressources avec le Fonds humanitaire pour pouvoir accompagner cette année 3000 ménages dans les différents quartiers de Bria. Si le conflit a coûté la vie à plusieurs milliers de civils centrafricains, le pays a retrouvé dans sa majeure partie le chemin de la paix. Ce retour au calme sonne comme une invitation. Pour ces déplacés, si leur rêve se réalisait, ce sera la fin d'un calvaire qui a trop duré. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale, commenté par Alexis Berthommier et monté par Ahmed Chignou. Les avocats de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme mercredi pour contester une procédure judiciaire ouverte en France. L'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire est visé par une plainte de l'association Civitas Maxima pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dans le contexte de la crise post-électorale de 2010-2011. Guillaume Soro estime que la justice française ne peut pas se saisir de ce dossier en raison de l'immunité liée à ses fonctions au moment des faits. Pour ses avocats, on ne peut pas poursuivre en France le chef d'un gouvernement étranger pour un acte commis dans le cadre de ses fonctions. Guillaume Soro et ses avocats dénoncent une décision profondément injuste, illégale et contraire au droit international. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu se rend samedi en Égypte. C'est la première visite d'un haut fonctionnaire turc en Égypte depuis 10 ans. Cette visite entre dans le cadre du rapprochement amorcé ces derniers temps par les deux pays. Il y a quelques semaines, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri s'était lui aussi rendu en Turquie. Les relations des deux pays s'étaient brutalement rompues après la destitution du premier président démocratiquement élu d'Égypte, Mohamed Morsi, grand allié de la Turquie en 2013. En Grèce, 2 semaines après la collision de 2 trains qui a coûté la vie à 57 personnes, le régulateur grec des chemins ferroviaires affirme que la tragédie est le résultat de sérieux manquements dans la sécurité de la gestion du réseau ferroviaire du pays. Cette autorité indépendante a souligné que la formation du personnel était incomplète et donc inadéquate, notamment celle des chefs de gare. Le chef de la gare de Larissa, ville proche de l'accident meurtrier, qui a depuis été inculpé, est présenté comme inexpérimenté. Outre la responsabilité de ce chef de gare, la vétusté du réseau ferré et les retards dans la modernisation des systèmes de signalisation et de sécurité ont été mis en avant pour expliquer cette catastrophe ferroviaire qui a soulevé une vague d'indignation en Grèce. Le gouvernement français a opté jeudi pour l'usage du 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. Annonce faite hier par Elisabeth Borne devant une Assemblée nationale en ébullition. Après ce choix, plusieurs groupes d'opposition ont annoncé leur volonté de déposer des motions de censure. Ces motions doivent être déposées ce vendredi et elles devraient être débattues lundi. Je vous propose d'écouter Bertrand Pancher. Il est député du groupe indépendant LIOT. Nous allons déposer une motion de censure transpartisane. En tout cas, c'est la décision du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, des députés indépendants. Nous avons une capacité de rassembler le plus grand nombre. Nous avons évidemment besoin de catalyser tous les votes de tous les parlementaires qui se sont exprimés contre la réforme de la retraite. Pour que cette motion de censure ait du sens, il faut qu'elle soit votée également par les députés LR qui sont contre cette réforme, puisque si la motion de censure est votée, il n'y aura pas de réforme des retraites.
Donc je les appelle à nous rejoindre. N'ayez pas peur, faites-le maintenant rapidement, puisqu'on doit déposer cette motion de censure avant 15 heures. La mobilisation contre la réforme des retraites ne compte pas s'arrêter là. Au lendemain du recours au 49.3 par le gouvernement, l'intersyndicale appelle à une 9e journée de mobilisation jeudi 23 mars, une date qui coïncide avec les épreuves de spécialité du baccalauréat pour les lycéens. Par ailleurs, l'intersyndicale appelle les salariés à organiser des rassemblements syndicaux de proximité. Mathieu Nicolas. C'est une journée de mobilisation qui risque de battre tous les records d'affluence. Au lendemain du passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites, l'intersyndicale donne rendez-vous aux Français le jeudi 23 mars pour une 9e journée de grève et de manifestation. Aujourd'hui, il faut qu'ils reprennent le chemin du dialogue, qu'ils comprennent effectivement que la seule issue de cette crise, c'est de retirer cette réforme et de reprendre la discussion avec les corps intermédiaires des organisations syndicales que nous sommes. Nous avons été extrêmement responsables, nous continuerons à l'être, mais nous continuerons à manifester tant qu'il ne retirera pas son projet. Ce vendredi, des manifestations spontanées, comme des blocages de lycées, ont eu lieu en différents points du territoire français. Des actions coup de poing en réponse à la décision du président Emmanuel Macron de recourir jeudi à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la très impopulaire réforme des retraites. À Paris, des manifestants ont même bloqué la circulation sur le boulevard périphérique parisien. Ça augmente peut-être la détermination. En tout cas, nous, on est toujours aussi déterminés depuis le premier jour. Si ça permet que plus de monde nous rejoigne en grève et en manifestation la semaine prochaine, tant mieux. Mais on pense que de toute façon, le mouvement contre la réforme des retraites est installé, est très bien installé dans le paysage de ce pays et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. L'intersyndicale prévoit des rassemblements locaux de proximité ce week-end, avant la 9e journée de grève et de mobilisation. La mesure phare de la réforme, le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, cristallise toujours la colère, mais le recours au 49.3 d'Elisabeth Borne a mis de l'huile sur le feu. La journée de mobilisation du 23 mars pourrait être largement suivie et même entrer dans l'histoire des luttes. Avis aux amateurs de football, nous savons désormais quelles équipes vont s'affronter dans ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Les matchs allés auront lieu les 11 et 12 avril et les retours les 18 et 19 avril. Tenant du titre, le Real Madrid de Karim Benzema défiera Chelsea. Nous aurons droit à un duel italo-italien avec AC Milan face à Naples et le club portugais Benfica affrontera l'Inter Milan. Mais la plus belle affiche de ces quarts de finale opposera Manchester City au Bayern Munich, le tombeur du PSG. Réaction du président du club allemand après le tirage au sort de ce matin. Écoutez. Oui, après le PSG, le Manchester City, c'est définitivement un chemin très très dur. Mais si on voudrait gagner la Champions League, il faut gagner contre des équipes comme ça aussi. Pour nous, c'était un match très très important dans la saison. Et pour nous, en ce moment, on est sur un chemin pour la Champions League, pour la Bundesliga, qui est très très bien, très très fort. Donc oui, Manchester City, c'est très dur, mais je suis optimiste et je crois qu'on va gagner contre le Manchester City aussi. Et une autre image de sport avant de nous quitter. Depuis Sydney, l'Australien Blake Johnson a battu le record du monde de la plus longue session de surf en enchaînant des vagues pendant plus de 30 heures. L'ancien pro de 40 ans a fondu en larmes après avoir effacé le précédent record de 30 heures et 11 minutes détenu par le Sud-Africain Josh Elchin. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Télésud.